avant de vous mettre dans l'action. J'ai choisi, à travers ce PowerPoint, de vous partager quelques bases nécessaires pour vous permettre de mieux comprendre ce qui vous attend dans ce programme. Allez, c'est parti! Dans une première partie, je vais aborder les régimes alimentaires, comprendre que ce n'est vraiment pas la solution pour respecter son corps. Dans une seconde partie, je vais vous présenter les origines de la prise de poids, car ce n'est pas en travaillant sur l'assiette que les causes sont travaillées. La prise de poids n'est qu'une conséquence de quelque chose. Il faut donc aller creuser sur ce quelque chose, oui. Enfin, dans une troisième et dernière partie, il va s'agir de vous partager les différents axes sur lesquels vous allez danser dans ce programme. Revenons maintenant aux régimes alimentaires, qui viennent inévitablement dérégler votre organisme. Mais au fait, c'est quoi un régime ? Un régime consiste à suivre des règles alimentaires. On mange ce qu'on nous dit de manger. On est en référence externe. Alors que l'idée, c'est d'apprendre à être en référence interne, c'est-à-dire répondre à ce que nous ressentons dans notre corps, nos propres besoins. Manger 5 fruits et légumes par jour, manger léger le soir, manger des protéines, des glucides, des lipides à tous les repas, rééquilibrage alimentaire, etc. Tout ça, c'est du régime. Il est donc important d'avoir votre libre arbitre lorsque vous expérimentez quelque chose. Posez-vous la question. Est-ce que ça me convient ? C'est ça la clé. Soyez curieux, mais surtout pas rigide dans ce que vous entreprenez. Proposez-vous de la flexibilité. Bref, je continue. Parmi tous ces régimeurs, ces régimeuses, on constate que 95% d'entre eux reprennent du poids après cette période de contrôle mental. Et parmi ces 95%, 80% reprennent plus que leur poids initial, après 1 an en moyenne. C'est énorme. Autant de privation pour au final aucun résultat durable. Et ceux qui ne reprennent pas de poids continuent consciemment ou pas à contrôler leur assiette. Ça en devient obsessionnel d'ailleurs, voire invivable. À partir du moment où on sort d'un régime, il y a ce fameux effet yo-yo, ça va de soi. On se restreint, on reprend, on se restreint, on reprend. On connaît la mélodie. Et cette reprise est due à un stress physiologique que nous imposons à notre corps. Lorsqu'on s'interdit certains aliments, on peut venir faire des crises alimentaires, en d'autres termes, des compulsions. La compulsion est d'ordre physiologique. Exemple, je m'interdis le sucre industriel et au bout d'un moment, je vais aller dégommer un paquet de biscuits. C'est plus fort que moi. Il est donc nécessaire de répondre aux besoins de notre corps pour ne pas vriller. Les régimes nous coupent de notre corps en fait. On mange parce que c'est l'heure, parce qu'on nous le dit. On ne sait même plus si on a faim, si on n'a plus faim. Et au-delà de ça, notre métabolisme s'épuise aussi bien physiquement, malaise vagal par exemple, que psychologiquement, perte d'estime de soi par exemple. Le régime est donc un réel danger. En 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire nous avait déjà alerté de la dangerosité de toutes ces pratiques alimentaires d'amaigrissement. Et pourtant, malgré tous ces désastres, on continue à penser que pour maigrir, il faut faire un régime. Erreur. Commencez déjà par ressentir, par respecter votre faim pour perdre du poids. Et comment la ressent-on d'ailleurs ? Ici, je vous parle d'homéostat. Ce sont en fait des ordres de grandeur qui assurent notre équilibre intérieur, notre équilibre physiologique. En clair, ils nous maintiennent en bonne santé. Je les ai représentés avec des tubes pour que cela vous soit plus parlant. Chaque besoin vital correspond à un tube, température du corps, la pression artérielle, les protéines, etc. Ces homéostats sont des mécanismes inconscients. On y répond spontanément, sans y mettre de la réflexion. Exemple, j'ai froid, je vais aller mettre un pull, j'ai soif, je vais boire, j'ai faim, je vais manger, etc. Tous nos besoins vitaux sont des mécanismes inconscients. Le bébé, avec son tout petit cerveau loin d'être fini, arrive au monde avec ce kit qui lui assure son vivant. Il pleure quand il a faim, il a soif, etc. Et bien entendu, il n'est pas obligé de pleurer d'ailleurs. Bref, à travers cette diapo, je vous informe juste que la faim, c'est un mécanisme inconscient. C'est spontané. Qu'on soit bien d'accord, aucun aliment n'est bon ni mauvais. Je m'explique. En venant juger un aliment, vous renforcez cette culpabilité.
En apprenant à découvrir votre corps, ses besoins, ses envies, en apprenant à vous connecter à votre physiologie, vous vous apercevrez que vous serez attiré principalement par des aliments naturels, ce qui ne veut pas dire que vous ne mangerez plus d'aliments industriels. On ne s'interdit rien, car ce sont les interdictions qui font criser. Juste pour vous dire que c'est votre corps qui sait ce dont il a besoin, et pas votre tête. Vous l'avez compris, la faim est un mécanisme inné, aucun raisonnement. Revenons sur nos homéostats, qui sont censés être remplis à 100% pour assurer notre équilibre. Dès lors qu'il y en a un qui se vide, on va agir spontanément. Exemple avec les glucides. Mon tube se vide, cela signifie que j'ai faim. Je vais aller manger un aliment que j'aime, un aliment contenant des glucides, et je vais arriver à satiété. Mon tube est alors rempli, le fonctionnement de mon corps est assuré. Ça, c'est inconscient. Maintenant, en cas de régime, d'un manque de nourriture, d'une restriction alimentaire, il y a comme un petit dérèglement. Mon tube se vide, j'ai faim, mais ma tête me dit « t'es au régime !» En clair, ne mange pas maintenant, c'est pas l'heure. Lorsque régulièrement on a cette tendance à s'imposer des heures de repas, à ne pas répondre à ce que nous ressentons, à laisser notre tête nous diriger, cela va créer naturellement de l'inquiétude dans notre cerveau. Et je dirais même que cela peut réveiller des mémoires de famine. Le fait que le corps envoie un signal de faim auquel nous ne répondons pas, cela va conduire le cerveau à agir, toujours dans le but d'assurer notre survie, de nous protéger. Il va nous faire manger plus que nécessaire, de peur qu'on ne réponde pas au prochain signal de faim. En clair, ne pas répondre à votre faim lorsqu'elle se présente, c'est vous assurer de manger au-delà de votre satiété au repas que vous aurez planifié. Donc, plus je m'impose des règles alimentaires, plus je vais stocker, car je ne suis pas du tout à l'écoute de mon corps, ce qui insécurise le cerveau. Et là, de nouveau, l'effet yo-yo. Bonjour aux compulsions alimentaires. Ce phénomène est universel à partir du moment où nous mettons de la réflexion dans notre assiette. Sachez que nos cellules sont constituées de sucre, de graisse, de protéines et de notre ADN, évidemment. Comprenez bien que lorsque vous vous amusez, entre guillemets, à vous interdire du sucre, de la graisse, ou bien à vous imposer beaucoup de protéines, vos 55 000 milliards de cellules, voire plus d'ailleurs, vont rentrer dans une forme de déséquilibre. Imaginez, vous êtes sur une île déserte. Vous avez terriblement faim et à votre grande surprise, vous tombez sur un paquet de madeleines. Que faites-vous alors? Vous les mangez ou pas? Votre corps a des besoins et il faut y répondre oui. Bien entendu, tout est dans la quantité et la fréquence. Si vous mangez beaucoup d'aliments sucrés et gras, cela indique que votre cerveau est en insécurité. Ne cherchez pas à supprimer le sucre et le gras, mais plutôt à aller travailler sur vos émotions, sur vos stress. C'est par ici que l'insécurité se fait dans le cerveau. Bref, je reviens à ma diapo. Et je vous précise que sans sport, nous fonctionnons avec 80% de graisse et de sucre. Et oui, faut bien faire vivre tous nos neurones, tout ce monde intérieur. Ici, parlons du cerveau. Il s'est construit au fil du temps en 3 parties. On l'appelle le cerveau triunique. La première partie s'appelle le cerveau reptilien, créé il y a 390 millions d'années. C'est ici qu'est gérée notre survie. Il s'agit d'un cerveau réflexe, aucune conscience, seulement des réponses spontanées pour gérer notre survie. Cette partie est donc censée s'activer uniquement en cas de danger réel. Ensuite, nous avons le cerveau limbique, créé il y a 45 millions d'années. Ici se logent nos 5 sens, notre système nerveux végétatif, celui qui gère notre monde intérieur, la respiration, le rythme cardiaque, etc. Et nous retrouvons également nos émotions. Toutes nos fonctions vitales sont ici, dans ce cerveau inconscient. Il n'y a pas besoin de conscience pour assurer nos besoins innés, nos besoins vitaux. Rappelez-vous du bébé. À sa naissance, son corps fonctionne inconsciemment. Il sait respirer, il sait boire, il sait manger, il sait dormir, etc. Puis, il y a 3,5 millions d'années, s'est développé le cerveau de l'intelligence, le néocortex. Ici, nous retrouvons nos pensées, notre volonté, notre raisonnement, notre créativité. Il s'agit du cerveau conscient.
Reptilien, limbique et néocortex, ces 3 zones cérébrales sont interconnectées. Pour information, nous retrouvons chez l'animal le reptilien et le limbique, ce qui explique la pleine spontanéité de l'animal. Nous, êtres humains, avec ce néocortex, nous sommes envahis par la réflexion, ce qui nous enlève notre spontanéité dans bon nombre de situations. Exemple, avec la nourriture, où nous avons tendance à mettre beaucoup trop de réflexion dans notre assiette, alors que la faim est censée être un mécanisme inconscient. Maintenant, abordons l'impact d'un stress physiologique dans notre cerveau, autrement dit l'impact des régimes alimentaires. Reprenons les 3 cerveaux, le reptilien qui gère la survie, le limbique qui assure nos besoins vitaux au contact de nos ressentis et le néocortex qui fait de nous des êtres intelligents. C'est parti pour la démonstration. J'ai faim. Message envoyé par mon limbique. Et oui, je ressens la faim. Seulement, ma tête me dit « régime », ce qui va alors, lorsque c'est fait de manière chronique, être ressenti comme un danger dans le cerveau. Je vous rappelle que manger, c'est vital, à ne pas minimiser. Bref, à partir de ce ressenti de danger, vous êtes sûr que le reptilien va rapidement s'activer et va venir inhiber le cerveau de l'intelligence, du raisonnement. Vous comprenez bien que mincir n'est vraiment pas une histoire de volonté, puisque cette zone est inhibée au moindre danger ressenti. En s'activant, le reptilien va mettre en place une de ces 3 réponses de survie, la fuite, la lutte, la soumission, l'inhibition. Dans le cadre du comportement alimentaire, la fuite correspond aux personnes anorexiques. Elles ne veulent surtout pas s'alourdir face aux prédateurs, aux dangers qu'elles perçoivent. La lutte correspond aux personnes en surpoids. Elles vont manger pour pouvoir avoir assez d'énergie pour affronter les choses. Et la soumission correspond éventuellement aux personnes boulimiques. Elles mangent mais vont avoir un comportement compensatoire, excès de sport, se faire vomir, etc. Quoi qu'il en soit, aucune de ces 3 réponses n'est appropriée. Il n'y a pas de réel danger, pas besoin d'activer le reptilien, juste le besoin, la nécessité de vous reconnecter à votre corps pour mesurer les choses. La fonction de la nutrition a 2 composantes. Une composante physiologique et une composante psychologique. En clair, manger, c'est apporter de l'énergie à son corps et le nourrir de quelque chose qu'on aime. Prendre plaisir de manger, oui, c'est essentiel. Et ce moment nous amène à cet état de satisfaction, de bien-être. On parle de réconfort même. On a répondu à un besoin du corps avec plaisir. Dans cette deuxième partie, parlons des origines de la prise de poids. Le poids s'installe dès lors qu'un événement est venu insécuriser le cerveau. Et là, on peut mettre en avant les émotions, les stress. Ça nous chahute. Allez, petit exemple. Vous êtes angoissé, stressé par le travail, ce qui peut vous faire prendre du poids. La panique. À partir de là, vous allez directement vous mettre au régime, puisque c'est souvent ce qui nous vient à l'esprit. Et hop, un stress de plus au passage. Seulement, aucun résultat sur la balance. Énorme frustration. Et vous revoilà à la case départ, autrement dit, le stress. En réalité, le stress de départ n'a fait que grossir au fil des événements. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes laissé guider par votre mental. Ce mental tourné sur le passé, le futur, des peurs, des croyances limitantes, etc. Tout cet inconfort vous a coupé de votre corps. Il aurait fallu, dès le début, venir se poser et creuser sur cette angoisse au travail pour ne pas la subir. Sachez que vous trouverez votre sérénité en modifiant curieusement votre perception des choses. Tout part de la tête. Passons maintenant à l'impact d'un stress psychologique dans le cerveau, c'est-à-dire à l'impact des émotions, des pensées angoissantes négatives. Je reviens sur les 3 cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex. Reprenons l'exemple du travail. Votre manière de penser a déclenché cette émotion désagréable, l'angoisse. Ne ressentant probablement pas vos émotions dans votre corps, donc n'agissant pas dans ce sens, cela va être interprété par le cerveau comme un danger. Et oui, quand le corps n'est pas écouté, le cerveau prend la relève. Et comme nous l'avons vu précédemment, ce danger va alors conduire le reptilien à s'activer très rapidement et le néocortex va se trouver inhibé, figé.
Face à cette situation perçue comme stressante, il va agir en proposant une de ces 3 réponses de survie, la fuite, la lutte ou la soumission, l'inhibition. Autrement dit, je fuis, je pars, j'évite, ou je lutte, je résiste, j'affronte, je ne lâche rien, ou je me soumets, je ne dis rien, je ne fais rien. Je rappelle que ces réponses sont des réponses de survie et sont censées être activées uniquement en cas de réel danger, un prédateur quoi. Or, ici, il s'agissait de répondre à une émotion désagréable qui était l'angoisse. Vous comprenez maintenant que le fait de ne pas ressentir, de ne pas répondre à nos émotions, cela nous conduit à être dans des états de stress, ce qui épuise profondément notre corps. Et oui, le stress, c'est 1400 réactions chimiques dans notre corps. C'est énorme. Vous allez apprendre à modifier vos pensées, votre perception des situations que vous vivez pour vivre sereinement vos émotions et ne plus les amplifier, notamment par ces ressentis de stress vécus par vos ancêtres. Je vais y venir dans quelques instants. Saviez-vous que le stress, ça creuse? Et oui, ça demande beaucoup d'énergie que je vais chercher dans les aliments sucrés, gras. L'appétit est augmenté. Quant à la satiété, elle est également impactée. Le stress fait que je suis dans ma tête, alors que la faim, l'alimentation, se trouve dans le corps. Ma satiété ne peut donc pas être ressentie. Enfin, quel que soit l'aliment, votre digestion est compliquée, même en mangeant une pomme. On est censé être détendu pour manger. Alors, si je résume, d'un côté comportemental, vous comprenez que vos pensées, votre perception déclenche des émotions que vous ressentez dans votre corps et agissez ensuite dans le même sens. Et du côté alimentaire, vous mangez pour apporter de l'énergie à votre corps avec plaisir. Seulement, aujourd'hui, petite confusion. Vous avez une émotion, vous croyez que vous avez faim. Vous ne savez même pas en fait. Manger va tout de même vous apaiser, mais ce n'est pas pour autant que les situations que vous vivez sont réglées. Enfin, troisième et dernière partie, vous allez redécouvrir votre corps, se connecter à ses besoins, découvrir votre faim, votre satiété, le rassasiement aussi, ce qui va progressivement vous conduire à ressentir vos émotions et ne plus les craindre. Émotions conscientes, celles du quotidien, celles dans la sphère affective, et oui, ça peut chahuter. Puis les émotions inconscientes, ou plutôt les stress inconscients, ceux transmis par vos ancêtres. Nous y voilà. Ici, je vous parle de l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes modifiés par l'environnement. Et dans le cas du transgénérationnel, il s'agit d'une modification faite par ce qui s'est passé dans votre lignée, faite par les événements traumatisants vécus. Ces peurs ancestrales sont venues laisser des marques en vous pour, étrangement, vous protéger. Exemple avec la peur de manquer de nourriture. Cette peur nous conduit à faire le nécessaire pour ne jamais être privé de nourriture, faire le plein de courses, finir son assiette, etc. Or, nous ne vivons plus dans des milieux hostiles. Nous sommes dans une société où il y a abondance de nourriture. Il est donc nécessaire de se libérer de toutes ces peurs qui ne nous appartiennent pas. Prendre conscience de ce qui vous a été transmis, c'est vous donner la possibilité d'agir dessus et cesser de subir. Nous ne sommes pas arrivés sur Terre tout frais, tout neuf. Au-delà de ces comportements hérités, d'autres programmes, autrement dit, d'autres pensées, d'autres attitudes se sont installés en nous de manière implicite, inconsciente durant notre enfance. Ce qui explique alors aujourd'hui nos déviances, nos agissements pas toujours adaptés, pas toujours appropriés. Comment s'en libérer? En reprogrammant le cerveau. Il a cette capacité à remodeler ses connexions neuronales en fonction de l'environnement, en fonction des expériences, en fonction des pensées. Cette plasticité cérébrale va alors vous permettre de trouver curieusement votre équilibre. En résumé, ce programme va vous permettre de comprendre et de modifier naturellement votre comportement alimentaire. D'apprendre à manger selon vos instincts. Cette spontanéité, quoi. Vous allez enfin laisser vivre vos émotions. Finalement, mincir, c'est vous choisir, vous respecter, c'est vous valoriser. Belle exploration.